Merci Madame la Présidente et merci à tous ceux qui participent à cette table ronde. Alors, je vais vous traiter d'un sujet qui est géographiquement mineur puisqu'il ne concerne que les trois pays baltes, donc la Lettonie et l'Estonie. Et donc j'ai voulu me pencher sur les minorités russophones dans ces pays et voir un petit peu ce que cela signifie d'un point de vue géopolitique. Bon, le premier élément qu'il faut rappeler, c'est qu'au cours de sa longue histoire, la Russie a périodiquement convoité des terres qui lui étaient proches. Et ceci est causé par le fait que la Russie est un pays dans une situation totalement paradoxale, c'est-à-dire c'est d'abord le pays qui a la plus grande et la plus vaste profondeur stratégique, hein, de très loin le pays à la superficie la plus grande dans le monde, et en même temps un pays extrêmement enclavé, faute d'ouverture maritime significative sur les océans aisément navigables. Ce qui explique bien entendu la conquête de la Crimée et le souci de conserver la Crimée et bien sûr Sébastopol, et effectivement aussi les conquêtes après les guerres russo-suédoises du XVIIe siècle, qui va témoigner de la poussée vers l'ouest de la Russie, avec bien sûr non seulement la construction de Saint-Pétersbourg, mais je vous rappelle la décision de faire de Saint-Pétersbourg la capitale politique de la Russie, ce qui est resté jusqu'en 1917, si ma mémoire est bonne. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut considérer les pays baltes, qui vont se retrouver dans le cadre du pacte germano-soviétique de 1939 comme devant être des territoires sous la dépendance de la Russie. Et effectivement, Moscou va pouvoir envahir les pays baltes, tandis que l'armée allemande progressait à l'est, c'est-à-dire en fait vers la Pologne. Dans cette première période, donc après juin 1940, nous avons déjà un début de modification des situations dans les trois pays baltes, dans la mesure où la Russie souhaite russifier ses territoires, mais cette russification va cesser assez rapidement, puisque c'est l'armée allemande qui, ne respectant plus le pacte germano-soviétique, va décider d'envahir les pays baltes et donc de repousser l'armée rouge de ces trois territoires. L'histoire va se retourner donc 3 ans après, en 1944-45, et là c'est l'armée rouge qui va gagner la possibilité d'assurer sa souveraineté de Moscou sur l'ensemble des pays baltes. Donc c'est dans ce contexte tout à fait particulier qu'il convient de considérer quelle a été l'importance de l'émigration russe dans les pays baltes, et deuxièmement, quels sont les effets de cet héritage migratoire depuis l'implosion soviétique. Bien entendu, conformément à la doctrine soviétique, le souci de Moscou en 1945, donc au moment où il a le contrôle total des pays baltes, c'est à la fois de soviétiser en termes institutionnels ces trois territoires, ce qui ne va pas être le plus difficile, de soviétiser en termes économiques à travers la nationalisation des entreprises, par exemple, mais aussi de russifier en termes linguistiques, culturels et de peuplement. Et donc Moscou va lancer un projet commun aux trois pays, mais nous allons voir que ce projet commun aux trois pays s'est décliné de façon très différente selon les trois pays baltes, qu'il ne faut pas considérer comme étant homogènes, mais bien comme étant hétérogènes. Le projet, il est le suivant. En raison d'une difficulté de géopolitique des populations tout à fait particulière, c'est-à-dire que les pays baltes ne correspondent pas du tout dans la nature de leur peuplement à Kaliningrad. Bon, Kaliningrad, nous avons essentiellement des populations allemandes, des populations polonaises, donc Moscou peut les repousser vers leur territoire
ou d'Allemagne ou de Pologne. Et donc, effectivement, nous allons avoir à Kaliningrad une purification ethnique quasiment parfaite, avec le remplacement des populations qui habitaient dans toute la région de Königsberg par des populations russophones. En revanche, les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens, on ne voit pas très bien où on peut les repousser, puisqu'ils n'ont pas, je dirais, d'autres territoires où aller habiter. Et donc, Moscou va prendre 3 décisions. Bon, la première décision, dans le cadre de la soviétisation du pays, c'est d'éloigner les populations de ces pays qui sont les plus éduquées. Et donc, on va voir donc une déportation des intellectuels, des membres du clergé, des dirigeants d'entreprises, etc., que l'on évalue à peu près à 10% de la population qui aurait été déportée à la fois entre la période 40-41 et la période donc 45 et les années suivantes. La deuxième décision, c'est donc cette émigration de Russes. Et pour cela, il est assez facile pour Moscou d'utiliser un argument démographique, parce qu'effectivement, au lendemain de 1945, ces pays sont très dépeuplés. Dépeuplés d'abord parce qu'ils ont subi 3 guerres, 40, 41 et 44, et donc il y a eu quand même un certain nombre de pertes civiles ou militaires, et puis un certain nombre d'émigrants, donc d'habitants de ces territoires, sont partis au moment de la conquête soviétique, donc en 1945, et donc il est assez facile pour Moscou de justifier la nécessité d'avoir un peu de peuplement supplémentaire et donc d'envoyer des Russes, d'autant plus qu'il n'y a pas de problème de logement particulier. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a eu aucune réquisition, mais il n'y avait pas besoin de beaucoup de réquisitions parce qu'entre les déportés de ces territoires, plus ceux qui avaient immigré, finalement, il y avait de quoi loger ces émigrés russes. Les juifs, quand même. Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver aux Juifs. Oui, ne vous inquiétez pas. Et on considère que c'est environ 800 000 immigrés russes qui sont venus s'installer dans l'ensemble de ces 3 pays où ils exerçaient les fonctions les plus importantes. Par exemple, en Lettonie, dès janvier 1945, les Lettons sont exclus de la police. Et si l'on regarde les responsables des villes, les responsables d'entreprises, on a un petit pourcentage de Lettons qui restent encore, mais plus de 90% sont en fait des russophones. Donc cette russification, elle est aussi facilitée par un autre élément, c'est que les Russes qui sont envoyés dans ces pays le font de façon relativement volontaire, parce qu'ils considèrent que la qualité de vie et le climat de ces pays est peut-être plus agréable que les territoires russes dont ils viennent. Troisième élément de soviétisation, c'est le biais de la langue. Alors c'est bien sûr là où l'on retrouve toujours le langage communiste qui est aussi toujours très intéressant, et je me propose de vous lire 2 paragraphes de la Constitution de la Lettonie, article 34. Les citoyens de la République socialiste soviétique de Lettonie, de race et de nationalité différentes, jouissent de droits égaux. Ça paraît très bien, tout le monde est pour l'égalité, du moins je pense, autour de cette table. Sauf que ça veut dire les émigrés russes qui sont venus s'installer en Lettonie ont les mêmes droits que les autres, bien sûr. Deuxième paragraphe, l'exercice de ces droits est garanti par la politique de développement harmonieux et de rapprochement de toutes les nations et ethnies du RSS, par l'éducation des citoyens dans l'esprit du patriotisme soviétique et de l'internationalisme socialiste, par la possibilité d'utiliser sa langue maternelle et la langue des autres peuples de l'URSS. Donc vous avez bien compris que j'ai parlé au singulier, la langue des autres peuples de l'URSS. Donc sous-entendu, c'est évidemment la langue russe. Et donc il y a un souci, effectivement, que toute la population devienne russophone. Et effectivement, c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Bon, il y a eu parfois quelques incidents, comme en Lituanie, on a eu dans les années 70-80 quelques étudiants qui avaient eu le tort de vouloir parler russe, parler lituanien, à l'université, et qui se sont retrouvés en prison assez rapidement. Bon. Alors, voilà cette décision qui est prise. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de montrer, et là, en fait, je rejoins ce que disait Pierre Conessa, il faut voir le terrain. Bon.
Eh bien, le terrain, c'est qu'en fait, cette russification des pays baltes s'est effectuée de façon extrêmement différente, tant au point de vue du nombre que du point de vue de sa géographie. Alors commençons par la Lituanie. Voilà les chiffres dont nous pouvons disposer. Vous avez donc à gauche un camembert qui nous donne les chiffres de la répartition de la population par ethnie en 1931. Et ensuite, je vous propose un camembert des données disponibles en 2005, c'est-à-dire quand même, si vous voulez, 15 ans après l'implosion soviétique, donc ce qui nous donne un certain recul. Donc vous voyez qu'en 1931, en Lituanie, nous avions près de 80% de la population qui est d'ethnie lituanienne. Bon. Nous avons seulement 3% de Russes, et 18% d'autres, donc parmi ces autres, il y a les Polonais, les Juifs dont on parlait tout à l'heure, etc. Si maintenant nous arrivons en 2005, donc après toutes les émigrations que j'ai évoquées précédemment, eh bien, vous voyez que les chiffres ne sont pas fondamentalement différents pour les Lituaniens, un peu plus de 80% de Lituaniens. Bon, le pourcentage lituanien a légèrement augmenté, notamment parce qu'il y a des Lituaniens qui sont revenus habiter en Lituanie après l'indépendance du territoire. Les Russes sont 9%, donc manifestement il reste un héritage de l'émigration russe dont nous avons parlé précédemment, et les autres 10%, donc polonais, biélorusses. Donc clairement en Lituanie, l'émigration russe, ça n'a pas représenté un chiffre très significatif, parce qu'en fait, ce pays était, en 1945, encore un pays très rural, très peu industriel, donc qui n'intéressait pas tellement Moscou, qui en plus avait une main-d'œuvre relativement abondante, parce que c'est un pays qui avait gardé une fécondité significative, sans doute en raison de son héritage catholique. Et donc, le résultat de tout ceci, c'est une proportion de Russes qui est relativement limitée, comme vous l'avez constaté. La vraie population dont le chiffre a le plus diminué, c'est effectivement les Juifs victimes de la Shoah lors de la domination nazie. Deuxième cas, là je suis dans la Lettonie. Donc en ce qui concerne la Lettonie, vous allez tout de suite voir que les pourcentages que je vais vous montrer sont fondamentalement différents. Déjà en 1934, la proportion des Russes est plus significative, 9% de Russes, 77% de personnes d'ethnie lettonne et 14% d'autres ethnies, dont les Biélorusses. Si je me projette maintenant en 2005, nous voyons l'importance de l'émigration russe en Lettonie, qui est tout à fait considérable, puisqu'en 2005, nous avons presque 30% de Russes, 59% de Lettons, donc une majorité certes, mais une majorité loin d'être écrasante, et 12% d'autres populations. Mais en même temps, il faut préciser qu'en Lettonie, Moscou tenait beaucoup à ce territoire, parce qu'il y a le grand port de Riga, qui avait un rôle évidemment à la fois économique et stratégique fondamental pour la Russie et qui lui donnait une ouverture supplémentaire sur la Baltique. Ces russophones, en Lettonie, ont un rôle considérable et encore, même aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, à Riga par exemple, toujours en 2005, vous aviez 42% de Russes et un peu moins de Lettons. Donc vous voyez que clairement, la Russie, les russophones avaient encore un rôle très important dans ce territoire. Concernant l'Estonie, là aussi, nous avons des chiffres qui sont très différents de ceux de la Lituanie, puisque en 1934, 10% de Russes et 88% d'ethnie lettonne, et en 2005, presque 30% de Russes. Mais l'Estonie a encore une différence significative par rapport aux deux autres territoires, c'est que c'est une population russe qui est très concentrée sur une partie du territoire. Et donc il en résulte que dans un certain nombre de communes, les Russes peuvent représenter jusqu'à 99% de la population, et dans la région de Narva, 80% de la population est russophone.
Donc voilà ce que l'histoire de la géographie des populations de ces territoires nous apprend. Et elle nous apprend, mais vous l'avez bien entendu subodoré, que après l'implosion soviétique, très peu de russophones des pays baltes ont souhaité revenir en Russie. Pratiquement aucun, parce qu'ils considéraient que les conditions de vie dont ils bénéficiaient dans ces républiques étaient meilleures que celles qui existaient en Russie. Et bien entendu, les années 90 les ont pas incités à retourner en plus en Russie, compte tenu de la situation économique catastrophique qu'a connue la Russie dans les années 1990. Il nous faut donc essayer de voir maintenant, dans ma seconde partie, quels sont les effets variés de cet héritage migratoire. Bon, dans un premier temps, on peut considérer que l'existence importante de minorités russophones dans ces pays baltes n'ont eu aucun effet dans la mesure où l'évolution géopolitique de ces pays ne semble pas avoir été influencée par l'existence de minorités russophones. Il est même d'ailleurs étonnant d'un point de vue géopolitique de constater que le pays balte qui a éprouvé le plus de difficultés à acquérir son indépendance est la Lituanie, c'est-à-dire celui qui avait la minorité russophone la moins nombreuse. Bon, je rappelle peut-être rapidement que cette marche, je dirais, vers l'indépendance a commencé quand même, il faut le rappeler, dès 1988. Puisque c'est dès 1988 que le Soviet suprême de l'Estonie rétablit le drapeau national bleu, blanc, noir de l'Estonie indépendante. L'estonien devient langue officielle, donc remplaçant le russe, dès décembre 88. Et en 90, en mars 90, ce sont des partis favorables à l'indépendance qui remporte la victoire électorale, puis un référendum donne un résultat de 77% de la population favorable à l'indépendance, et cette indépendance va être reconnue par la Russie au mois d'août 1991. En Lettonie, là aussi, la proclamation du letton comme langue officielle est du 5 mai 1989, donc vous voyez relativement tôt, et nous sommes dans une situation où là, il y a quelques tentatives de coups de force de Moscou pour empêcher la marche, je dirais, vers l'indépendance, mais elles échouent et Moscou va reconnaître l'indépendance le 24 août 1991. C'est en fait en Lituanie que le conflit va être le plus dur pour l'accession à l'indépendance, avec une tentative de putsch, etc. Je passe. Et donc la Lituanie va acquérir son indépendance et être reconnue indépendante en septembre 1991. Ensuite, chacun se rappelle la suite géopolitique pour ces trois pays, elle est bien connue, sauf qu'il convient toujours de rappeler que ces pays ont d'abord adhéré à l'OTAN et seulement ensuite à l'Union européenne. C'est toujours le calendrier pour tous les pays a été dans ce sens-là dans le passé. Et donc, on voit bien que l'existence de minorités russophones n'a pas empêché ce triple changement géopolitique, donc l'indépendance des pays baltes, leur appartenance à l'OTAN et leur entrée dans l'Union européenne. Néanmoins, il y a eu quand même un certain nombre de questionnements liés à l'existence de minorités russophones, et je vais en citer au moins deux. D'abord sur l'attribution des nationalités, et ensuite sur d'éventuels effets diasporiques. Le premier problème va concerner la question du passeport, c'est-à-dire, si vous voulez, la question de la naturalisation. Et là aussi, cette question va s'avérer différenciée selon les trois pays baltes. Concernant la Lituanie, la loi sur la nationalité de novembre 89 est une loi qui permet une facile naturalisation, puisqu'il suffit de prouver qu'on habite depuis 3 ans en Lituanie pour être naturalisé lituanien. Donc le résultat, c'est que 90% des russophones de Lituanie vont tout de suite opter pour la nationalité lituanienne, et les 10% qui restent vont progressivement, pratiquement le faire, même si on ne devient pas lituanien gratuitement, si je puis dire, puisque la loi a un certain nombre de
énonce un certain nombre de conditions pour devenir lituanien. Je trouve que c'est assez intéressant de vous citer ces conditions, parce que ça permet aussi de réfléchir à la situation française en ce moment. Donc pour devenir lituanien, d'abord, il faut avoir réussi l'examen en langue lituanienne. Au moment de la présentation de la demande, il faut avoir une résidence habituelle sur le territoire de la République, avoir une source légale de revenus, avoir réussi l'examen relatif aux dispositions fondamentales de la Constitution et de la République de Lituanie, être apatride ou être citoyen d'un État dont les lois font perdre la citoyenneté du dit État en acquérant la citoyenneté lituanienne, et puis, il faut bien sûr prononcer un serment d'allégeance, que je ne vais pas vous lire parce que ce serait un peu long, mais qui prouve là aussi une formule qui existe aux États-Unis, qui existe aussi dans d'autres pays, comme vous le savons. Donc le résultat, c'est que la question de la naturalisation des russophones en Lituanie est une question qui s'est résolue assez facilement, en raison évidemment du faible pourcentage de russophones dans ce pays. Cela a été relativement différent dans les autres pays. Donc en fait, je reviens juste à la Lituanie. La seule population qui a posé un peu des problèmes de naturalisation sont les Tziganes, en fait. En revanche, en Lituanie, la difficulté était autre. Elle était haute parce que le pourcentage de russophones était important et que parmi les lettons russophones, il y avait quand même un certain nombre de militaires, sans doute un certain nombre de membres du KGB, et donc le gouvernement letton, le pays étant devenu indépendant, n'avait pas envie de donner la nationalité lettonne à des militaires russes ou à des membres russes du KGB. Et donc, ils ont mis en œuvre un processus de naturalisation plus difficile, je dirais, plus lent, mais ils ont été obligés, en fait, d'accélérer ce processus de naturalisation compte tenu du fait qu'ils voulaient entrer dans l'Union européenne. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Union européenne impose aux pays qui y entrent un certain nombre de règles sur le respect des minorités. D'ailleurs, on pourrait s'interroger, vous voyez, si l'Ukraine devait entrer dans l'Union européenne, il faudrait qu'elle modifie un certain nombre de ses lois sur les minorités, par exemple. Bon, donc, nous sommes dans une situation un peu particulière, et donc c'est plutôt la pression de l'Union européenne qui a obligé la Lettonie à être un peu plus généreuse, on va dire, en matière de naturalisation. Mais il existe encore un certain nombre de personnes en Lettonie qui sont non citoyens, puisqu'ils n'ont toujours pas acquis la nationalité lettonne. Alors, en Estonie, le gros problème, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est la concentration géographique des russophones. Et la problématique a été un peu la même qu'en Lettonie, même si le processus de naturalisation s'est effectué en plusieurs années, dans la mesure où le premier stade a été l'octroi d'un droit de vote aux russophones, même s'ils n'avaient pas la nationalité estonienne, et un système ensuite qui a permis néanmoins un certain nombre de naturalisations. Donc le résultat de cette situation, c'est que la Russie, évidemment, vue de Moscou, l'éloignement des pays baltes, la perte d'ouverture sur la Baltique que ça signifie, n'est pas nécessairement fortement appréciée. Et donc, depuis, il y a eu quand même un certain nombre de tensions qui ne peuvent s'expliquer que par l'existence de minorités russophones. Je voudrais en rappeler simplement quelques-unes. D'abord, la question de l'énergie, qui a été dans l'actualité, certes, ces dernières semaines, mais en réalité, pour l'Estonie, la coupure énergétique avec la Russie a été décidée dès 2006, et l'Estonie s'est évidemment tournée vers son grand voisin, c'est-à-dire la Finlande à l'époque. Les plus graves incidents ont eu lieu en 2007, lorsque le gouvernement a voulu déplacer une statue qui était placée de telle façon qu'elle représentait la gloire de l'armée soviétique qui avait libéré ces pays de l'occupation allemande
selon la formulation, je dirais, officielle. Or là, la minorité russophone a manifesté très fortement contre l'enlèvement de cette statue. À Moscou, il y a eu aussi des manifestations devant l'ambassade d'Estonie pour se plaindre de la décision de déplacer cette statue. Et finalement, la statue, au lieu d'être éloignée dans un endroit complètement isolé, a été installée dans un cimetière militaire au centre de Tallinn. Donc, vous voyez, on a trouvé une sédition mi-chèvre, mi-chou, un entre-deux pour à la fois satisfaire les Estoniens qui voulaient que cette statue qui symbolisait une certaine souveraineté de la Russie sur l'Estonie soit enlevée, et en même temps que la minorité russophone ne soit pas humiliée par le déplacement de cette statue. Parallèlement, donc, il y a eu un certain nombre de cyberguerres. Alors, ceci est lié, évidemment, il n'est pas facile, il n'est pas possible de prouver d'où viennent les cyberguerres qu'ont pu subir certains pays baltes à certaines périodes, mais il est quand même en général considéré que la raison fondamentale et la cause de ces cyberguerres n'est pas à chercher très loin de Moscou. Et enfin, bien sûr, nous en arrivons à la guerre d'Ukraine. Et là, la situation, chacun la connaît, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est la véritable construction d'un rideau de fer. Simplement, il n'est pas placé au même endroit qu'il était avant 1990, mais il est aux frontières entre les pays baltes et la Russie. Donc, en conclusion, vous voyez que, certes, il y a eu des changements très importants dans les pays baltes et que la question de la minorité, enfin, des minorités russophones ont engendré un certain nombre de problématiques géopolitiques qui ont été relativement importantes et qui ont donné lieu d'ailleurs à de nombreuses discussions, tant dans ces pays que discussions avec Moscou, que de discussions avec l'Union européenne. Simplement, si maintenant nous nous projetons pour terminer sur l'avenir, est-ce que vraiment la première question que l'on doit se poser sur les pays baltes, c'est celle de ces minorités russophones? Est-ce que la première question à examiner sur l'avenir des pays baltes n'est pas plutôt celle de son dépeuplement, qui est tout à fait considérable, puisque je voudrais rappeler que depuis 1990, l'Estonie a perdu 15% d'habitants, la Lituanie 24% de sa population, et la Lettonie 29% de sa population. Donc à la fois sous l'effet d'une fécondité extrêmement affaiblie, et sous l'effet d'une certaine émigration vers les pays de l'Est. Donc le résultat, c'est que ces trois pays, enfin surtout la Lituanie et la Lettonie, sont les pays qui ont eu la plus forte baisse de population de tous les pays de l'Union européenne, sachant que la Roumanie a eu 21%. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de la dépopulation en Russie, mais en fait, la Russie a connu une certaine résilience démographique, que nous avons étudié dans un des documents que nous avons publiés. Et donc, pendant, par exemple, que la Lituanie baissait de 24%, la Russie n'a baissé que de 1,5%, donc de 1990 à 2021. Donc, on peut se demander si, en fait, le dépeuplement de ces pays n'est pas un problème géopolitique qui aura plus d'importance pour l'avenir que l'existence de minorités russophones. Merci.